Tout à l'heure, en faisant du tri, je suis tombé sur ce dossier. Et en l'ouvrant, je suis tombé là-dessus. Alors, c'est un récépissé de dépôt de plainte qui date de 2011. L'objet de la plainte, je vous le lis, violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation et violence sur mineur de 15 ans. Date des faits, 19 septembre 2011. Brigade de gendarmerie d'Allen-les-Eaux-Bourdins. Je fais cette vidéo pour vous raconter que j'ai été harcelé de ma 6e à ma 3e pendant donc mes 4 années de collège. J'ai été suivi par beaucoup de psychologues, des psychiatres aussi, et j'ai pris des médicaments jusqu'à il y a encore quelques mois, des psychotropes, des antidépresseurs, des anxiolytiques, bref, des médicaments qui m'aidaient à gérer ce stress post-traumatique. Pour rappel, encore aujourd'hui en France, des jeunes collégiens, des jeunes lycéens se donnent parfois à la mort parce qu'ils ne savent plus faire autrement, ils ne savent plus trouver de solution, ils sont à court de solutions pour s'en sortir dans cette période de harcèlement scolaire. Et donc pour vous dire, si certains se donnent la mort, ça veut dire qu'il y a un nombre incalculable de jeunes qui sont en souffrance aujourd'hui. Si cette vidéo peut toucher 1000, 2000, 5000 d'entre eux, ça sera déjà suffisamment fort. J'ai grandi à 20-25 minutes de Lille, plutôt dans la campagne. C'était Armentières, la chapelle d'Armentières, Anglo. J'allais à l'école à Beaucamp-Ligny, voilà, pour ceux qui connaissent ce coin-là. Il y a une très grande disparité sociale dans le nord de la France, avec, on va dire, deux opposés. D'un côté, une petite bourgeoisie qui va à la chasse, inscrit ses enfants dans des rallyes, possède des domaines, des bois, et de l'autre, des familles plus pauvres, plus précaires, qui ont été frappées de plein fouet par la désindustrialisation. Dans mon collège, il y avait ces deux mondes-là qui étaient représentés. Et je pense qu'en fait, cette violence de classe qui pouvait exister dans le monde des adultes, sans faire de la psychologie de comptoir, elle s'exportait un peu dans notre monde d'enfants. Et moi, de par mes potes, de par mon histoire familiale aussi, j'avais toujours l'impression d'être très à l'aise dans les deux mondes. Quand j'ai 6-7 ans, je débarque dans cette nouvelle école, qui est une institution qui fait école, collège, lycée et même classe préparatoire, qui sur papier est très très bien. Hein. C'est un établissement qui est bien classé dans les classements de réussite scolaire. En fait, ce qu'il faut voir un peu entre les lignes, c'est que ils ont 100% de réussite au bac, mais parce qu'ils dégagent tous les élèves moins bons, les élèves en difficulté avant la seconde ou la première, pour surtout ne pas affecter nos résultats au bac. Chez moi, on n'était pas particulièrement pratiquant. En tout cas, on l'était peut-être plus par promesse sociale de ce que ça voulait dire d'aller à l'église, tu vois, ça faisait bien. J'aimais pas de jugement particulier de ce monde-là, il y a plein de trucs bien qui existent dedans, et puis il y a plein de travers aussi. Je trouve que là où c'est un peu salopio, c'est que disons qu'il y a plein de bonnes valeurs qui sont mises en avant pour faire bien et qui derrière sont très très peu appliquées dans le modèle éducatif ou même en famille, etc. L'ouverture et la bienveillance affichée se heurtent souvent à beaucoup d'homophobie, de xénophobie, de rejet des autres et de la différence. Mais bon, ça c'est un autre sujet. J'étais un enfant assez timide dans la lune. J'avais des obsessions sur des sujets en particulier. J'étais un peu dans mon monde. J'essayais de me faire des copains, ça marchait pas trop. Quand une fois, j'étais un peu bizarre. Puis arrive mon entrée en 6e. Et là, tout change radicalement. 12 classes de 6e avec 31 gamins par classe. Je passe d'un petit environnement tout petit, tout sympa, tout mignon, à d'un coup 12 classes avec 31 gamins. On nous appelle dans des haut-parleurs pour se mettre en rang, pour aller à la cantoche. J'ai un peu l'impression d'être un numéro en fait dans ce truc-là, de pas avoir de suivi du tout du corps professoral. C'est archi commun malheureusement, mais voilà, en gros c'est un gros navire. À partir de cette année-là, je vais plus à la cantine, mais je vais à la gamelle. Alors la gamelle, c'est en gros, c'est pas externe, parce que externe, tu vas manger chez toi. C'est pas cantine, c'est la gamelle, je sais pas quoi. Tu prends ton plat, en fait. C'est t'amènes ta lunchbox. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se faisait moins à l'époque, mais voilà. Nous, ça s'appelait la gamelle. En vrai, la cantine, ça coûtait 6 à 7 euros par tête le midi. Évidemment, il y a plein de familles qui pouvaient pas se permettre quand t'as 5, 6, 7 gamins, ou les enfants dont les parents sont au chômage, ils ont pas les moyens de mettre 6 ou 7 euros par tête. Donc, tu pouvais ramener ton propre plat. Et moi, j'ai 10 ans, et franchement, j'ai de la chance dans ceux qui mangent à la gamelle, parce que ma mère m'achète des bêtes de plats surgelés. Genre, j'ai du Sodebo, j'ai des petites pizzas, j'ai des trucs. Franchement, c'est quali. J'ai le petit dessert, la petite danette, ou ce genre de trucs. Il y a une jalousie comme ça qui naît chez un garçon qui est plus âgé, et qui vient à la gamelle avec moi et mes potes, mais on est petits, donc c'est des bousculades, des insultes, du genre « ta mère c'est une pute », je sais même pas ce que c'était une pute, j'étais, je vous dis, dans un monde, dans une bulle, j'ai été vraiment élevé dans du papier de soie en fait. Quand je compare mon éducation à la souffrance qu'a dû vivre ce gamin,
et ces autres gamins qui existaient autour de moi, j'étais un gamin qui était hyper sage, hyper calme. Donc j'allais pas lui répondre par la violence. Donc je pleure. Voilà. Je pense que ça donne un signal de lui dire vas-y, en fait, c'est une proie facile, tu peux y aller. Et avec les années, ça va s'intensifier. Ça va devenir des coups de pression, des balayettes, de l'intimidation. Il va venir avec ses potes m'encercler dans la cour de récréation. Et là où il y avait un mec qui très clairement me faisait chier, progressivement, en fait, tous ses potes se disent « Ah bah c'est open bar ». Donc en 5e, en 4e, c'est plus seulement lui, mais c'est ses potes aussi qui viennent. On me tirait les oreilles en me disant que j'étais Dumbo, que j'avais des lèvres de Mamadou, que j'avais un pif de juif. Parce que, évidemment, dans ce climat de haine enfantine, se mélange la bêtise, l'antisémitisme, le racisme des parents. Et ça devient progressivement, pour moi, une jungle où je suis une proie et où il y a des prédateurs. Et avec les autres geeks, les autres intellos, les nerds, on se planque dans le CDI qui donnait sur la cour de récréation pour attendre en fait la récréation. Parce que la récréation, pour beaucoup d'élèves, c'était synonyme de voilà, on se lâche, etc. Pour nous, c'était vraiment un sentiment extrêmement violent parce que c'était le moment où on allait se faire emmerder. Moi, je n'attendais qu'une chose, c'était que la récré se termine. Donc, je me réfugiais au CDI, je lisais des BD. Ça m'a pas trop quitté, là, j'ai toute ma collection de BD. Je pense que c'est un peu ça qui m'a donné l'amour de ça. Mais en sortant, on se faisait jeter des cailloux par d'autres élèves qui nous attendaient au moment de la sonnerie. Et parmi ces gamins qui jetaient des cailloux, je reconnaissais des visages, des mecs, des meufs avec qui j'avais grandi et qui, et je vais en parler, mais par peur peut-être de se faire à leur tour emmerder, se joignaient aux autres dans ce harcèlement de masse. J'ai eu la chance quelque part de pas grandir avec Facebook, Instagram, TikTok, etc., où ça pouvait se prolonger Enfin, aujourd'hui, ça se prolonge en ligne, hein, ce truc-là. Donc les gamins, ils ont jamais aucun répit. Nous, heureusement, on a vécu, on va dire, quelques années avant que les gamins aient des téléphones et Facebook et tous ces trucs. Mais du coup, moi, j'avais le répit. Le répit, c'était quand j'étais chez moi, à la maison. Donc en 4e, c'était vraiment la pire année. Et le début de ma 3e aussi. À chaque récré, je reçois des coups. Le pire truc, c'était pas nécessairement la violence physique, mais c'était l'humiliation qui venait avec. Ça va jusqu'à un moment où un jour, il y a 3 mecs qui viennent me prendre et qui me forcent, la tête la première, à boire l'eau des chiottes usagées. Je sais pas comment vous dire. C'est tout ce que je fais aujourd'hui en vidéo. J'essaye d'avoir l'air le plus pertinent possible, le plus intelligent possible quand j'écris mes vidéos, de faire, d'avoir toujours un look un peu léché, etc., d'être un peu apprêté, de faire en sorte que je sois bien. Donc j'ai tellement pas envie que vous ayez cette image de moi. Mais si je raconte pas tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, je vais devenir caution de ce qui peut se passer encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs mon gros problème que j'ai parfois quand je regarde des fois la télé, des spots d'anti-harcèlement, c'est que je vois des scénettes mises en scène avec des mots qui sont pas les mots qu'utilisent les enfants en vrai. Ma sœur, qui a que 2 ans d'écart avec moi, et les enfants des potes de mes parents que je vois de temps en temps le week-end, je sens qu'en fait, ils ont plus tellement envie de traîner avec moi, parce que traîner avec moi dans la cour de récréation, ça devient un risque. Dans le bus pour rentrer, on casse mes affaires. Le pire cours dans ces cas-là au collège, c'est le sport, parce que dans le sport, t'es vulnérable, t'es dans les vestiaires, t'es quasiment à poil, en gros, t'es en caleçon. Des gamins gardaient leur flanc à la cantine et me jetaient du flanc dessus alors que j'étais en train de me changer. Et quand tu fais une séance de sport avec les bras qui collent encore, la peur de te faire frapper à la prochaine récré, le sentiment absolu que personne dans le monde des adultes ne viendra t'aider, tu cultives au fond de toi un vrai sentiment de haine. Il y a les caïds, les harceleurs, ceux qui font la loi. Il y a les harcelés, les victimes. Et puis au centre, il y a les suiveurs. Il y a ceux qui ne disent rien. Et ma mère, je lui en parle à demi-mot. Et en gros, très mauvais conseil. Mais c'est ma mère qui est comme ça. Elle m'invite à répondre aux coups par les coups. Puis arrive l'été de ma 4e, ma mère, en fait, est pote avec cette prof qui a accès, du coup, aux listes de classe, un peu avant tout le monde. Elle lui écrit et début août 2011, on a les listes de classe en avance. Et là, je découvre que pour la première fois, je suis dans la classe de mon harceleur en chef. Et là, je pars en panique totale, où littéralement, je leur dis, j'arrête de vivre si je me retrouve dans la classe de ce mec. Je menace de me défenestrer s'ils ne font rien. Je peux pas imaginer une seule seconde devoir vivre
tous les cours de la semaine avec ce mec dans ma classe. Mes parents tentent de demander un changement et c'est refusé. Je n'en dors plus, je me réfugie dans les jeux vidéo. À l'époque, c'était Minecraft. Je passe tout mon temps sur Minecraft de 8h à 23h. De toute façon, la vie est tellement de la merde et j'avais pas tellement prévu de m'éterniser dans cette vie que autant investir une autre vie numérique. Ce jeu vidéo m'a sauvé la vie. Le jour de la rentrée arrive et ça dure comme ça pendant 21 jours. Pendant 21 jours, je vis un enfer. Ce harcèlement ne s'arrête jamais. Je me fais insulter pendant les cours, on me lance des boulettes de papier dessus. Et un jour, dans un cours de physique, où clairement la prof entend tout, il me lâche pas. Mais vraiment, il me lâche pas. Pendant une demi-heure, il insulte ma mère de pute, de grosse suceuse, il mime une fellation avec sa main, il me lance des boulettes de papier. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais je repense à ce que ma mère me dit. Et à la fin du cours, au moment de la sonnerie, dans le couloir, je le pousse. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'il me harcèle, et c'est la première fois que je réponds à ses coups. Je me sens tellement démuni que je le pousse, et là je me dépêche de rentrer dans la classe d'après, quoi, en SVT. Et en fait, là, le mec est quand même un peu interpellé, il est même un peu amusé, un peu comme un chat et une souris, et là, il me frappe. Mais cette fois-ci, il me frappe devant une prof, et une jeune prof, une prof de SVT. Et cette prof décide de l'emmener immédiatement voir le CPE. Je vais à l'infirmerie, mais l'infirmerie est fermée, donc je reviens en classe. Et je reviens en classe en fait en même temps que lui. Lui, il est relâché parce que c'était un gamin qui avait des problèmes déjà, qui avait des difficultés. Je pense que le CPE en avait marre. C'était un CPE qui avait une 60aine d'années. Il se dit, non, pas ce soir, il est 17h en fait. Il va falloir que je rentre et j'ai pas envie de gérer ce gamin. Et là, il me menace dans la classe et il me dit que je vais dérouiller. On est sur nos petits microscopes en train de faire nos petites expériences là. Je n'arrive pas à me concentrer sur le truc parce que le type n'arrive pas de me dire que, en gros, quand on sort de la grille blanche c'était l'entrée et la sortie du collège, je suis mort. Alors quand la sonnerie annonce la fin du cours, je reste là. Et ça amuse quelques élèves d'ailleurs, le fait que je reste là, ils s'en vont. Et il y a un petit attroupement qui se fait devant la grille blanche parce qu'à un moment donné, je vais devoir sortir. Et en fait, je décide d'attendre et de tout expliquer à la prof. Et cette prof décide, un peu comme un garde du corps, de m'escorter à la sortie. Et donc ma mère, à ce moment-là, réagit et dit « Stop, tu ne vas plus en cours, tu ne vas plus en classe pendant le temps qu'il faudra, mais on va aller porter plainte et on va régler une bonne fois pour toutes cette situation. » Le lendemain, on va à la gendarmerie, et donc ça donne cette plainte dans la gendarmerie d'Allen-les-Eaux-Bourdins. Et donc j'explique aux gendarmes toute ma petite vie, en fait, depuis 3 ans et demi. Toutes les violences, je sors du silence et c'est là. La meilleure décision que je prends. J'ai terriblement peur des conséquences que ça va engendrer, parce que je vais devenir pour sûr la balance, et je vais prendre encore plus cher, et c'est ça en fait qui m'empêche de parler à l'époque. C'est la peur que de parler puisse engendrer derrière encore plus de violence, et jusqu'où ça peut s'arrêter. Le dépôt de plainte prend 1h30, 2h, le gendarme prend le truc très au sérieux, et je sais que j'ai de la chance parce que c'est pas toujours le cas. Dans la foulée, je suis examiné par un médecin qui atteste de tous les coups que j'ai reçus à ce moment-là. Et mon père, à ce moment-là, n'est pas en France, il est en Inde pour le travail. Donc il appelle le proviseur de l'époque, et il annonce qu'on a porté plainte avec ma mère. Il lui dit « Attention, parce que si vous ne faites rien, on va porter plainte contre l'établissement. » Et en fait, la simple plainte contre l'élève n'aurait justifié aucune mesure au sein de l'établissement, mais par contre, le fait qu'on puisse porter plainte et porter atteinte à la réputation de l'établissement, ça fait bader de fou le proviseur de l'époque, parce que la réputation d'un établissement comme ça, c'est tout ce qu'ils ont de plus précieux. Ils se battent pour leur classement, ils se battent pour être les meilleurs, la décision est prise, et cet enfant est exclu définitivement. Après plusieurs jours d'arrêt, je reviens à l'école, et je reviens le jour où il y a un cours de réflexion-partage. Réflexion-partage, c'est en gros le catéchisme, mais pour les plus grands, qui est animé par un animateur de pastoral, en gros. Et ce jour-là, il dit « Stop, on bouleverse le programme que j'avais prévu, et on va s'inspirer d'une parabole de la Bible, de la vie du Christ, sur pourquoi Gaspard aurait dû être plus tolérant avec. » Et là, je suis tétanisé, je sais même pas comment je réagis. Bref, s'ensuit 1 heure où on reparle de l'affaire alors que j'avais juste envie de m'enterrer et de reprendre ma vie normale, et où chacun donne son avis sur comment j'aurais dû réagir, en s'inspirant de Christ. Et
En fait, ce que je craignais arrive, c'est que ces potes qui restent, eux, encore dans l'établissement, me font une petite misère dans les moments de récréation. Et en fait, très vite, je réagis, et là, je saisis le CPE, je saisis le proviseur, j'en parle. De toute façon, je suis la balance de l'école, je suis la balance de la classe, je suis le mec qui a fait virer. Et donc, c'est foutu pour moi. J'aurai plus jamais de réputation, je pourrai jamais gravir l'échelon social du collège. Je serai à tout jamais le nerd qui se fait harceler. Mais si au moins je peux être en sécurité, eh ben je le fais. Dès qu'on me fait un truc, dès qu'on me fait une saloperie, je le dis. Et en fait, très vite ça s'arrête parce qu'au bout d'une, 2, 3 fois, quand les élèves font des heures de colle, et puis il y a un voyage scolaire en fin d'année, en Écosse. Et dans ce voyage scolaire en Écosse, certains potes de mon harceleur viennent me voir et me disent « Tu sais pas quoi, il revient l'année prochaine ». Quand je l'apprends, je veux pas y croire, puisque on m'a garanti que ce mec-là ne reviendrait jamais dans l'établissement. Il venait quand même de temps en temps, certains vendredis soirs, avec ses potes en scooter, devant la grille blanche. Et donc du coup, moi, je pouvais pas sortir, et donc je faisais un détour par les champs pour pouvoir rejoindre mon bus ou ma mère. Donc je faisais un détour d'1 kilomètre comme ça, juste parce que je ne pouvais pas sortir par la grille blanche, sinon je me faisais défoncer, quoi. Donc évidemment, quand j'apprends ça, je suis tétanisé. Et je vais voir des profs, ma prof principale et ma prof d'histoire de l'époque, et je leur dis « C'est pas vrai, il peut pas revenir ». Et elle se marre, et je me mets à pleurer devant elle, et elle se marre de plus belle. Et cette image frappante encore dans mon esprit où je suis juste là en train de chialer, parce que j'ai peur en fait. J'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour ma sécurité, j'ai peur pour tout ça. Et ces deux dames, qui sont des profs de français, une prof d'histoire géo, qui se marrent, il n'y a plus rien qui va, je commence à déprimer, et puis c'était un voyage en fin d'année, je décide d'en parler avec ma mère, et là ma mère appelle le responsable des secondes, et lui explique toute la situation. Ce responsable s'appelait Monsieur Le Goff. Monsieur Le Goff écoute ma mère, il est hyper à l'écoute, et dit, vous savez quoi, ma fille, je crois que c'était sa fille, ma fille aussi a été victime de harcèlement scolaire, ne vous inquiétez pas, ce type-là ne reviendra plus jamais dans l'établissement. Et il bloque l'inscription de ce gamin qui, de fait, n'est plus inscrit pour sa seconde l'année d'après. Et maintenant, quand j'y repense, je suis désolé parce que j'ai le sentiment que j'ai pas donné une deuxième chance à ce mec-là. Mais il me donnait pas tellement l'impression à ce moment-là de sa vie qu'il avait réfléchi sur ses actes et qu'il allait pas me refoutre une misère, en fait, en seconde, en première, en terminale. Je crois profondément à la rédemption, je crois profondément à la seconde chance. Moi, je suis un gamin à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. Je me rattache à ce que je peux. Et je considérais que si on avait un des deux qui devait changer d'école, c'était pas moi. La vidéo commence à être longue, donc je vais m'arrêter bientôt, mais je me mets au théâtre. Ça change ma vie. Il y a une professeure qui s'appelle Madame Travet, qui fait des auditions un peu pour constituer l'option théâtre. Et à travers le théâtre, à travers de la danse, à travers des chants, à travers des jeux d'improvisation, elle nous décoince complètement. Tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, 50% de ce que je fais, c'est prendre la parole sur des sujets, je le dois à cette dame. Puis aussi à un deuxième gars qui a fait des choses très bien et qui pourtant, lui, incarnait plutôt la religion dans ce bahut-là, qui est un aumônier et qui a été extra, qui m'a vraiment réconcilié en fait avec la religion à ce moment-là. Je m'en suis rééloigné depuis, mais qui m'a emmené à Lourdes avec d'autres gamins, évidemment, qui m'a emmené à Thésée. J'étais brancardier à Lourdes et je garde des moments de partage et de vie de dingue à ce moment-là. Et le lycée a été progressivement, petit à petit, une libération. Ma vie se passe de mieux en mieux, même si je commence à me battre un peu beaucoup. Je suis de plus en plus violent, même à la maison. Et pour mes parents, ça devient compliqué. Alors, il décide de reprendre contact avec le correspondant de mon père quand il avait 16-17 ans, qui est un Américain. Il m'envoie là-bas un été, j'y reste quelques semaines. Et je passe tellement un bon moment, je rencontre une autre famille d'accueil qui décide de me dire « Mais pourquoi tu resterais pas 1 an avec nous ?» Et je suis resté 1 an là-bas, je suis pas revenu à Beaucamp. J'ai pu m'acheter quelque part une nouvelle vie, un second souffle. En arrivant là-bas, j'avais plein de problèmes du coup identitaires parce que je savais plus tellement comment gérer, c'était quoi les bonnes règles, est-ce qu'il fallait être silencieux, être arrogant, prendre trop de place, pas assez, enfin c'est très compliqué. Et j'arrive dans ce lycée public américain pendant 1 an avec plein de gens différents dans la banlieue de San Francisco. Des gens qui ont des parcours de vie et des origines complètement différentes des miennes. Et je suis tellement choqué par ces différences culturelles que je décide de publier mes premières vidéos sur YouTube à cette époque. Et au bout de 6 mois là-bas, mon père me dit en fait, j'en ai marre de voyager, je propose qu'on voyage tous ensemble désormais.
et qu'on se rapproche. Et donc, je vous propose qu'on aille emménager au Canada. Et donc, mes parents ont quitté la France pour habiter au Canada. Donc, j'ai fait ma terminale dans un lycée français à Montréal. Ça s'est très, très bien passé. Dans un environnement très bienveillant. Je traînais quand même certaines névroses. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sérieusement revoir des psys. Ensuite, j'ai étudié à Montréal. J'ai été à l'université là-bas. Je continuais de me battre beaucoup. Je me suis fait sortir un nombre incalculable de fois de boîtes de nuit parce que je supportais plus l'injustice, l'humiliation. J'étais devenu une espèce de boule de nerfs, enfin, qui était pas moi, en fait, pas naturellement moi. J'ai dû passer, j'en parlais au début de la vidéo, par des médocs, parce que je pouvais monter très très vite en tension. La moindre micro-agression, en fait, me rappelait à ces années-là. Et ça fait 1 an que j'ai arrêté les médicaments. Mais voilà, j'ai 27 ans, et c'était encore, jusqu'à mes 26 ans, encore un peu dans ma vie. J'ai décidé de prendre contact, je crois que c'était il y a 2 ans. J'ai décidé de prendre contact avec ce mec et d'enterrer la hache de guerre, parce que tuer l'adolescent cruel, bête, méchant qu'il était, pour laisser place à l'adulte et la place à la rédemption, à la deuxième chance, etc., c'était, je pense, pour moi, le meilleur moyen de faire la paix avec cette période-là de ma vie. D'autant qu'il y avait déjà des mecs qui m'avaient écrit pour me dire « Écoute, je me souviens avoir participé à ces trucs-là, et je veux te dire que je suis désolé. » Donc on s'est écrit, on a échangé, je lui ai même proposé une rencontre, mais ça n'est pas arrivé. Et en vrai, c'est pas tellement grave. En fait, je pense que c'est bien que ça s'arrête là. Encore une fois, je fais pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, je fais pas ça pour avoir de la pitié, pour me victimiser, etc. Je suis tellement chanceux, j'ai tellement de gratitude envers vous, tous et toutes, qui me permettaient de pouvoir vivre mon rêve, c'est-à-dire faire des vidéos, parcourir le monde, enquêter, étudier, analyser des sujets de société, d'actualité, de politique. C'est ma passion et j'ai une chance extraordinaire de pouvoir la vivre. Comment est-ce que je pourrais avoir de l'amertume ? C'est impossible. Mais voilà, je sais que dans quelques semaines, c'est la rentrée des classes, que ça peut être un moment terrorisant pour certains d'entre vous qui me regardez. Déjà, parlez-en. Soyez exigeants envers vos potes. Un vrai groupe de potes, c'est pas des gens qui sont ensemble et qui existent en se dénigrant les uns les autres. Il y a tout un tas de numéros que vous pouvez appeler. Il y a la police, la gendarmerie, que vous pouvez saisir. Vous pouvez porter plainte aujourd'hui, même quand vous êtes mineur, avec un parent, avec un tuteur, pour dénoncer et demander réparation sur ce harcèlement, sur ces agressions que vous vivez. Et peut-être que mon dernier truc, c'est vraiment cultiver votre différence, cultiver votre singularité, parce qu'aujourd'hui, c'est cette différence qui est moquée, qui est brimée, mais je vous jure, j'en suis convaincu, c'est cette différence-là, cette singularité qui vous rendra unique dans le monde des adultes.